Est-ce que vous communiquez sur un ton péremptoire et que vous êtes toujours certain de détenir la vérité et d'avoir raison? Ou est-ce que vous vous exprimez plutôt avec bienveillance, que vous êtes quelqu'un qui va à la rencontre de l'autre, qui reconnaît ses propres besoins, qui prône les relations harmonieuses? Êtes-vous un chacal ou êtes-vous une girafe? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui dans cet épisode consacré à la communication non violente. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site leLeanManufacturing.com et de la formation Culture Lean, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader expérimenté ou pas, coach accompagnant des dirigeants, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti! Alors la communication non violente ou la communication bienveillante, c'est un processus qui a été inventé par un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg. Bon, il est décédé maintenant, mais il y a une organisation à but non lucratif qui a été créée, qui est le réceptacle des préceptes de la communication non violente dont on va parler aujourd'hui. Alors la communication non violente, Marshall Rosenberg, il utilise une image que je trouve intéressante, ce que je disais en introduction, c'est qu'il utilise l'image du chacal et de la girafe, avec ce que véhiculent les messages, les symboles représentés par ces animaux. Donc le chacal, si vous voulez, c'est vraiment la personne qui s'exprime sur un ton péremptoire, qui tient toujours tête pour défendre son point de vue parce qu'il pense toujours qu'il a raison. Il est toujours persuadé de savoir ce qui est juste, de ce qui est faux. C'est même quelqu'un qui pourrait exercer une pression sur la personne avec qui il communique, sur son interlocuteur, du chantage, de la menace, il est dans le jugement. C'est quelqu'un qui n'a peu d'estime pour les sentiments, et pour lui, le monde, il est simple, il est fait de gagnants et de perdants. Évidemment, ce sont des caricatures, mais ça donne bien une forme de personnage de type, on va dire, assez désagréable. A contrario, la girafe, elle s'exprime avec bienveillance. Elle va volontiers à la rencontre de l'autre, elle reconnaît ses propres besoins, mais aussi ceux de son interlocuteur, de ses collaborateurs. Elle sait que derrière chaque émotion, chaque sentiment, on a des besoins fondamentaux qui s'expriment, qui sont cachés. Et elle se sent pas visée à la moindre remarque. La girafe sait très bien gérer son ego. Donc, bon, comme vous pouvez l'imaginer, je pense que si vous écoutez ce podcast, en général, mon audience préfère être plutôt girafe que plutôt chacal. On préfère être dans des relations, entretenir des relations harmonieuses. Et puis si jamais vous vous dites, mais moi je suis quand même des fois assez souvent chacal, c'est pas grave, on sait très bien que on n'est jamais 100% l'un ou 100% l'autre. C'est une histoire d'équilibre, de yin et de yang. Donc on a tous un côté chacal et un côté girafe. Le tout est de le savoir, de se rendre compte et puis d'essayer peut-être d'évoluer tranquillement vers quelque chose de plus girafe, et on va regarder aujourd'hui comment on peut faire ça. Pour illustrer le langage girafe et le langage chacal, si on veut les comparer un petit peu, typiquement la girafe, si vous êtes une girafe, vous reconnaissez l'existence d'un choix. Vous utilisez des mots ou des pensées du type je choisis, je veux, je peux. Vous êtes ouvert, il y a de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins, ou que ce soit aux vôtres ou à ceux de vos collaborateurs. Alors que dans le langage chacal, on est plutôt dans le fait de nier l'existence d'un choix. Je dois, il faut, je ne peux pas, il n'y a qu'une seule possibilité. Voilà, le chacal est vraiment, il est bloqué. Il est bloqué sur une idée et puis il a du mal à voir les possibilités.
La girafe, elle a l'impression d'abondance. Il y a assez pour tous. On peut partager, on peut satisfaire les besoins de tous. C'est toi et moi. Alors que pour le chacal, il a une impression de rareté. Il n'y a pas assez pour tout le monde. On peut pas satisfaire les besoins de tous. C'est toi ou moi. En langage girafe, j'exprime, j'observe, je vois, j'entends, je me rappelle. Alors qu'en langage chacal, il évalue. Je juge, j'évalue. Voici ce qui s'est passé. Tu es trop comme ça. Ou là on est dans le jugement. Il est idiot. Ouais, vous voyez ce genre de langage d'évaluation. On n'est pas dans l'observation sans jugement. Dans le langage girafe, on prend la responsabilité de ses sentiments et de ses besoins. Donc on le sait, on le reconnaît. Je me sens parce que j'ai besoin. On exprime ses sensations et ses sentiments et ses besoins. Alors que dans le langage chacal, on va faire des reproches aux autres et à soi-même. Hein, le chacal est aussi très dur avec soi-même. Il est très très exigeant avec soi-même. Donc c'est plutôt je me sens parce que tu. Voilà, c'est je ressens quelque chose, c'est de ta faute. En langage girafe, il va se demander, je me demande ce que je voudrais parce que j'aimerais si tu es d'accord. Donc c'est vraiment on partage avec la personne. On se pose des questions, de bonnes questions. Alors qu'en langage chacal, on va exiger. Il faut que, c'est vraiment le yaka faucon. Tu dois. Si tu fais pas, voilà, je vais te menacer. Et enfin, en langage girafe, on écoute avec empathie. Donc on se pose ces questions. Est-ce que je me sens, mais est-ce que tu te sens? Quels sont tes besoins? Voilà, les questions qu'on se pose. Alors que le chacal, lui, il va écouter de manière sélective. Il va suggérer. Je suggère, je porte à ton attention de l'art de dire, écoute, ce serait bien quand même que tu fasses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui fait la leçon. Il va résoudre à ta place et il va analyser à ta place. Alors, dans la communication bienveillante, on va regarder deux phases. La première, c'est que on va regarder comment on s'exprime avec sincérité. Donc, vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est une structure assez simple. Et ensuite, on va s'exprimer, on va écouter avec empathie. Alors, commençons par l'expression avec sincérité. S'exprimer avec sincérité. Pour Marshall Rosenberg, notre fameux psychologue qui a donc créé ce processus de communication non violente, lui, il explique qu'il y a 4 phases et vous allez voir, c'est tout à fait logique. La première, c'est que il y a un temps d'observation. C'est un temps pendant lequel on observe les choses sans jugement ni évaluation, sinon on va retomber dans la critique du chacal. Après, donc on appelle ça l'observation, hein. Donc j'observe sans juger les faits qui me gênent. J'observe quelque chose qui me perturbe. Après, je vais analyser le sentiment de ces faits, je vais analyser les sentiments que provoquent ces faits qui me gênent. Donc c'est le temps de l'expression des sentiments. Donc on met les mots sur ce qu'on ressent. Et ça, il faut bien différencier des pensées ou des sentiments de pensée qui peuvent être des interprétations. Et vraiment se dire, moi, voilà ce que ça me fait ressentir cette situation. Bon, ça, c'est important. Ensuite, dans un troisième temps, on va exprimer son besoin. Donc, on va relier les émotions à nos besoins fondamentaux. Et enfin, dans un dernier temps, on va exprimer la demande très claire, très précise, de façon affirmative, avec une action concrète. Demande que, en général, votre interlocuteur ne pourra pas refuser s'il est honnête avec vous et avec soi-même, bien sûr. Attention, le danger, c'est de ne pas tomber dans l'exigence. J'exige que, c'est vraiment dans la demande. Je vais vous donner un exemple. Voilà, c'est plus facile comme ça. Un exemple de communication non violente que tout le monde a vécu un jour ou l'autre dans le monde de l'entreprise. Par exemple, vous travaillez sur un projet avec une équipe, et puis il se trouve que lors des dernières séances, votre supérieur a beaucoup insisté et vendu l'implication de votre collègue dans le projet, mais il vous a complètement zappé. Puis bon, voilà, qu'est-ce que ça provoque chez vous? Bah forcément la frustration, c'est quand même pas cool, quoi. Vous bossez et puis tout le monde s'en fiche, quoi. Donc voilà comment vous pourriez aller voir votre chef après cela pour lui exprimer de manière non violente et factuelle votre frustration. Lors de la dernière réunion, tu as valorisé le travail de Pierre dans le projet X. Mais tu n'as pas mentionné ma contribution. Donc moi, j'ai ressenti vraiment de l'injustice et du découragement.
Je suis très frustré. Parce que moi, j'ai besoin de me sentir utile et reconnu au sein de l'équipe. Alors, j'aimerais vraiment que la prochaine, tu penses à motionner ma participation. Oui, c'est très simple. Vous exprimez un fait, ce que vous avez ressenti, et pourquoi, par rapport à vos besoins, et puis vous exprimez une demande qui est tout à fait légitime. Voilà, quelque chose de... Ça ne génère aucun conflit, et je pense que votre chef va tout à fait répondre dans la positive. Donc, si on revient sur le détail des quatre étapes, la première, c'est observer donc les faits. J'observe sans juger les faits qui me gênent. Pour communiquer avec bienveillance, il faut d'abord apprendre à observer et ne pas juger. Ce qui est difficile finalement, hein, parce que si vous émettez déjà un jugement sur vos collègues, sur leur façon sur leur façon d'agir, leur façon de parler, leur façon de faire, ils vont se sentir critiqués et puis ils vont se braquer et du coup la communication c'est fini. Ils vont vraiment voir ça d'une manière très négative, très accusative. Ils n'entendront pas la suite de vos besoins, ni de l'expression de vos sentiments et ni de votre demande. Donc, il faut vraiment commencer par factuellement exposer les faits. Et pour cela, il faut éviter le ton accusateur. Et puis le tu qui tue, je dirais, voilà, c'est tu fais ça ou tu fais ça, tu fais ci, et puis on est dans le reproche, et puis ça c'est foutu parce que la personne en face, elle vous écoute plus. Donc évitez les mots jamais, toujours, trop, pas assez, parce que ça met dans l'excès. Donc au lieu de dire par exemple tu es désorganisé, bah tu décris les conséquences, les faits en fait. La semaine dernière, 3 de tes projets ont été rendus en retard parce que tu es désorganisé, mais tu le dis pas. Ou alors, tu travailles trop. Bon, oui, ok, mais plutôt dire, tu as travaillé plus de 60 heures les 2 dernières semaines. Écoute, est-ce que ça te semble raisonnable? Enfin, voilà, amener la chose de manière factuelle. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc, c'est identifier son sentiment. C'est le fait que ça provoque une réaction chez vous. Vous demandez quel sentiment profond c'est. Hein, qu'est-ce que ça génère? Quel type de sentiment ça génère? Est-ce que vous vous sentez incompris? Est-ce que vous vous sentez ignoré, rejeté, délaissé? Ça implique le sentiment que ça va générer derrière, c'est ça vous rend triste, ou ça vous rend seul, je me sens inquiet ou inquiète, ou je me sens découragé, ou je me sens frustré. J'ai carrément envie de te crier dessus parce que je suis en colère. Évidemment, vous n'avez pas crié, mais vous exprimez le fait que vous êtes en colère. On a tout à fait le droit d'être en colère dans le monde du travail. Parce que, une petite parenthèse, la colère est devenue un sujet tabou. Il est devenu interdit d'être en colère dans le monde du travail. Sinon, vous êtes mal vu. Mais on est bien d'accord que la colère fait partie des sentiments quand même de base, que tout le monde ressent à un moment ou à un autre. Donc on a tout à fait le droit d'être en colère, c'est légitime. Après, c'est la façon de gérer sa colère qui doit être faite de manière bienveillante, respectueuse, pour soi et pour les autres. Donc, si on est très en colère et puis qu'on a besoin de crier, ben, on sort dehors, on va faire un tour. Puis on crie, c'est pas un problème. Et puis on l'exprime. Voilà, je me sens en colère, ça provoque chez moi de la colère. Donc, quelques sentiments simples hein, qu'on peut éprouver suite à des situations difficiles à vivre. Hein. On peut être perplexe. Tout simplement, on peut être hésitant, on peut être troublé, on peut être embarrassé, on peut être embêté, frustré, épuisé, on peut être saturé, alarmé, tendu, anxieux. Voilà, il y a plein de sentiments qu'on peut exprimer. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de savoir quel sentiment ça provoque. Donc ça nécessite quand même un peu d'introspection. Et puis après de savoir l'exprimer avec les bons mots. Ensuite, on va exprimer son besoin, parce que derrière chaque sentiment négatif, il y a un besoin insatisfait, caché. Par exemple, alors là, si on prend dans les relations amoureuses, si on reproche à son conjoint de ne pas être assez présent, on exprime en fait un besoin de compagnie ou d'attention. Voilà. Donc il faut exprimer le besoin clairement. Et puis ces besoins, ça influe directement sur nos sentiments et sur notre capacité à être heureux, à être bien. Et si on n'exprime pas les besoins, il y a peu de chances qu'ils soient comblés, hein, évidemment, parce que ça va pas venir comme par magie. Donc pour s'épanouir, on a besoin d'exprimer ses besoins. Voilà, ça c'est un des premiers besoins. Et il faut bien se mettre à la place de l'interlocuteur, ou de votre partenaire, de vos collaborateurs. Personne ne sait ce qui se passe dans votre tête. Personne ne connaît vos besoins. Il faut arrêter de croire que c'est évident. Donc on peut avoir l'impression des fois d'exprimer un besoin, typiquement j'ai besoin que tu arrêtes de te comporter comme ça, ou j'ai besoin que tu arrêtes de me dire ce que je dois faire. Mais ça, c'est pas une expression d'un besoin. Le besoin derrière ça, c'est un besoin d'autonomie. Donc il faut le formuler différemment. Moi, j'ai besoin d'autonomie.
Là, c'est quand même plus intéressant de dire j'ai besoin d'autonomie que j'ai besoin que tu arrêtes de dicter ma conduite. Vous voyez la nuance? Donc les besoins qui sont liés à des sentiments qu'on peut exprimer, hein, c'est le besoin d'avoir besoin, le besoin pardon de se reposer, le besoin de prendre l'air, ou le besoin de bouger, de mouvement, le besoin de travailler en confiance, en harmonie, le besoin d'autonomie ou d'indépendance, le besoin de relation, de proximité, le besoin d'ouverture, le besoin de détente, de jeu, de rire, de joie tout bêtement, des besoins de cohérence, des besoins d'estime de soi, de coopération aussi, de team building, etc. Donc vous voyez, exprimer un besoin, c'est pas juste dire tu ou j'ai besoin de ça. C'est derrière, c'est qu'est-ce que c'est. Aller plus profondément dans les besoins, un peu comme pour les sentiments. Puis enfin, la dernière étape, donc, c'est d'exprimer sa demande. Donc, ce que je dis, faire un pas de côté, de pas y aller frontalement et d'exprimer une demande. Ce qui est certainement, le plus difficile. En tout cas, pour moi, c'était le cas quand j'ai appris la communication non violente, parce que c'est pas quelque chose qui était inné pour moi, d'exprimer une demande claire sans brusquer l'interlocuteur. Donc l'idée, c'est d'avancer pour satisfaire votre besoin dans le respect de l'autre et dans votre propre respect. Donc amener une proposition concrète à votre interlocuteur, proposition qu'il pourra pas refuser parce que il y a un déroulement logique dans votre énoncé. Vous avez exprimé des faits, ces faits qui vous gênent provoquent chez vous des sentiments, ces sentiments inspirent des besoins et en conséquence, vous avez une proposition à faire à votre interlocuteur. On peut pas refuser, tout est logique. Donc, quelques indications pour bien formuler une demande précise et non une exigence. La demande se concentre sur le positif, c'est plutôt ce que je veux plutôt que ce que je ne veux pas. On va émettre une demande non critique, non culpabilisante, une demande précise, concrète et accessible pour la personne. C'est pas non plus on peut pas demander la terre, hein. Et enfin, on propose souvent à la fin à l'autre, à la personne, en retour de restituer comment elle a compris la demande. Comme ça, on est sûr que la personne a bien compris. Ça, c'est une technique de com. Par exemple, plutôt que de dire je veux plus de respect de ta part, on va dire est-ce que tu pourrais me dire bonjour le matin quand tu arrives, quoi. Vous voyez là un peu la différence? Parce que derrière, c'est ce qu'on veut. On se sent pas respecté. Quand votre chef arrive tous les matins, qui va s'enfermer dans le bureau et qui débarque après 1 heure après en vous faisant des demandes ou en demandant des dossiers, en faisant des demandes, sans vous dire bonjour, vous vous sentez pas super respecté, quoi. Donc, allez simplement exprimer cela. Et puis donc, après la phase 1 qui était donc de s'exprimer avec sincérité, la deuxième phase, c'est d'écouter avec empathie. Et puis la façon dont on écoute son interlocuteur, ça joue également un rôle sur la qualité des échanges, bien évidemment. On est souvent sollicité, et puis des fois, on n'a pas forcément le temps, donc il faut prendre le temps. Il faut mieux dire, écoute, là, c'est pas le moment, reviens me voir dans 1 heure ou demain, on prend rendez-vous, et être totalement attentif à la personne, vraiment, et de leur tendre une oreille empathique. Ça, c'est super important. Il y a 4 façons d'accueillir un message négatif. Soit on est en mode chacal, soit on est en mode girafe. Et puis si on est en mode chacal, il y a 2 façons d'accueillir un message négatif. On va soit se sentir fautif, c'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose qui cloche chez soi, on va se remettre en cause, mais pas de manière très constructive. C'est de ma faute, et puis on va s'apitoyer, on va passer en mode victime. Ça, c'est une première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, soit sur l'interlocuteur, soit sur un autre collègue, et puis d'être dans l'idée qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui, c'est de sa faute, de toute façon ça peut pas être de ma faute. Donc ça, c'est les 2 façons d'accueillir un message négatif en mode chacal. Et ça arrive à tout le monde, encore une fois, je dis pas qu'on doit être tout le temps parfait, ça peut arriver à tout le monde, moi le premier, il peut m'arriver de temps en temps, alors beaucoup moins de rejeter la faute sur l'autre maintenant, mais de se sentir fautif, ça oui. Et puis il y a 2 façons de recevoir un message négatif en mode girafe. C'est percevoir nos besoins et nos sentiments. Donc c'est comment je me sens, quels sont mes besoins, hein, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Et percevoir les besoins et les sentiments de l'interlocuteur. Comment il se sent, il ou elle se sent, quels sont ses besoins. Voilà, quand on se pose ces questions-là, on a un mode de communication quand même beaucoup plus empathique. Alors, je vous propose de finir par un exemple sur un même exemple, de comparer 2 types de communication avec la même structure, mais un
en mode girafe et l'autre en mode chacal. En commençant par le mode chacal. Donc le contexte, par exemple, vous travaillez sur un projet avec quelqu'un, et puis ça fait 3 séances que la personne vient pas avec vous, vous avez des séances de travail, des réunions de travail prévues avec cette personne, puis donc vous vous retrouvez tout seul à faire le job, et forcément, ça, pour vous ça joue pas, vous avez besoin d'exprimer à votre collègue que ça joue pas, et que vous vous sentez pas bien, pas à l'aise par rapport à ça. En mode chacal, vous allez lui dire: tu évites toutes les réunions de projet qu'on avait fixées ensemble. Je sens que tu préfères me laisser gérer tout seul, alors que c'est notre responsabilité à tous les deux. Moi, j'ai besoin que tu fasses ta part de travail. Alors pense un peu à moi et implique-toi dans ce projet. Et la personne, forcément, en face, elle va vous répondre quelque chose du type mais bien sûr que j'assume ma part de projet, j'ai déjà fait plein de recherches. Donc vous voyez, on est décalé. Parce qu'on n'exprime pas de manière bienveillante. La personne va recevoir une accusation. C'est ce que vous ressentez vraiment intérieurement, mais la façon de l'exprimer fait que la personne en face, elle va devoir se justifier de pas avoir assisté à ces séances. Et puis du coup, vous vous êtes mis d'accord sur rien. Une façon de communiquer dans cette même problématique avec une attitude plutôt girafe, donc plutôt bienveillante, ce serait ça. Nous avons un projet en commun qu'on doit rendre dans 3 semaines. On a choisi ensemble les dates de réunion de travail, et sur les 3 dernières dates, j'ai travaillé tout seul. Donc ça me met sous pression. Moi, je me sens stressé et je me sens pas à l'aise. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir confiance dans les engagements que nous avons pris ensemble. Alors, ce que je te propose, c'est de refaire un tour des agendas, et puis de replanifier les prochaines séances pour être sûr que on pourra bien travailler ensemble. Et donc la personne en face, déjà, elle va pas pouvoir refuser parce que c'est très simple. En fait, vous avez exprimé simplement, sans agressivité, une frustration liée au fait que la personne, votre collaborateur, ne travaille pas avec vous. Et puis lui, il va vous transmettre empathiquement ce type de réflexion. Il va dire: oui, en effet, je comprends, tu es tendu parce que tu voudrais avoir confiance dans notre collaboration. Pas de souci, je vais venir bosser avec toi. Alors, on est d'accord que ce sont des exemples construits, mais qui peuvent être tout à fait réels. On n'est pas dans le monde des bisounours. Des personnes peuvent réagir de manière mélangée entre chacal et girafe. Donc c'est un peu ça, en fait, l'idée d'aujourd'hui, c'était de vous sensibiliser au noir et au blanc, en fait, au yin et au yang, donc le chacal et la girafe. Alors, retenez, s'il y a bien quelque chose à retenir aujourd'hui de ce que je viens de vous expliquer, c'est dans votre communication, est-ce que je suis un chacal ou est-ce que je suis une girafe? Et puis la personne en face de moi, qu'est-ce qu'elle est aussi? Parce que vous pouvez vous mettre en mode girafe et vous vous retrouvez en face d'un chacal. Il va falloir lui faire comprendre que c'est pas tout à fait acceptable. Et puis cette structure, donc en 4 étapes, d'observer les faits, d'exprimer un sentiment, d'exprimer le sentiment que ça provoque, faut que évidemment c'est en relation, d'ensuite d'exprimer le besoin que vous avez par rapport à ça, et enfin de faire une demande claire et précise et concise. Et c'est logique, et c'est très simple, et quand on rentre dans ce mode de communication, franchement, on abaisse toutes les tensions. Et on travaille dans un environnement beaucoup plus agréable. Donc voilà, c'était mon message du jour, la communication en mode non violente, la communication bienveillante avec son cœur, donc en mode girafe. Je vous rappelle donc que la formation Ikigai, donc pour découvrir sa mission de vie ou découvrir son job idéal, est toujours en pré-vente. Donc vous pouvez l'acheter, en tout cas la pré-réserver pour la moitié de son prix, pour 97 € au lieu de 197, jusqu'à la fin du mois de mars. Donc je vous incite à en profiter si cela vous intéresse. Donc d'écouter évidemment les 2 premiers épisodes de cette saison qui parlent de l'Ikigai et du MTBI. Je vous explique pas ce que c'est aujourd'hui, je vous laisse découvrir les deux podcasts si vous ne l'avez pas encore fait. Donc allez écouter ces 2 podcasts, allez vous inscrire, acheter la formation Ikigai qui va être qui est une super formation, vraiment, moi je suis très fier, c'est vraiment génial et je pense que vous allez apprécier. Donc voilà, donc juste pour finir quand même, cette formation, elle est en vente dans ma boutique, donc la boutique du Lean, lean.boutique, lean.boutique, BOUTIQUE, je vais y arriver, lean.boutique, et la formation s'appelle Ikigai, IKIGAI. Voilà, donc je vous incite de me retrouver là-bas, et en attendant, je vous remercie encore d'avoir passé ce temps avec moi, et je vous souhaite une bonne semaine. À tout bientôt, au revoir.